Alors, bonsoir, bonjour, qu'importe où vous êtes. Je me présente Alexis Thibault, directeur de Bistro Brain, et vous êtes à l'écoute du 37e épisode de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain, qui vise à nous faire apprendre encore plus de science et à s'inspirer des multiples parcours des gens impliqués dans la science et la promotion de la science. Aujourd'hui, autour de la table, on a à mes côtés Marika. Comment ça va, Marika? Ça va super bien, toi? Super, merci. Et tu reçois qui aujourd'hui en entrevue? Je reçois Audrey Brassard. Audrey, est-ce que tu nous dis un petit bonjour? Bonjour. Et finalement, j'ai devant moi Jules Douchin qui va nous faire une chronique sur quel sujet? Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui du café et des risques de maladies cardio-métaboliques et plus généralement de la caféine. J'espère que vous êtes prêts et que les étudiants en début de session, là, ils sont comme « Oh, moi je veux tout savoir du café parce que ça va me sauver cette session. » Alors, splendide, épisode 37 de La Tête à Papineau, c'est parti! On peut commencer avec le retour des événements de Bistro Brain depuis le dernier épisode 36 du 3 septembre. Donc, on a eu notre premier événement, Démon ton mythe à Sherbrooke, qui était l'événement de lancement de programmation de Bistro Brain. C'est vraiment un bel événement avec tous des anciens présentateurs, présentatrices. On en a eu pour vraiment tous les sujets. On vous invite à réécouter les enregistrements, comme toujours. Sinon, on a eu aussi une participation à la finale Sciences Pop du Centre de recherche du CHU, durant laquelle notre amie et ancienne présentatrice Zineb El Yamani a gagné non seulement le prix du jury, mais également le prix du public. Donc, encore une fois, toutes nos félicitations. On est vraiment fiers que tu portes le flambeau Bistro Brain d'une certaine manière. Et on te souhaite une bonne chance dans la finale nationale. Et sinon, pour le reste, on vous invite toujours à aller voir notre chaîne YouTube, maintenant avec plus de 500 abonnés. Et c'est notre façon de diffuser la science entièrement gratuitement à travers des vidéos. Vous en avez vraiment sur demande et selon vos préférences. Donc là-dessus, Julie, je te passe la parole. Merci beaucoup, Alexis. Alors, comme je vous ai dit aujourd'hui, je vais vous parler du café, de la caféine, donc aussi du thé, parce que souvent, café, thé, on a des adeptes de café, de thé. Qui préfère le café, qui préfère le thé? Le café. Qui aime le café? Café. Moi, un bon arrangé le vendredi, ça travaille tellement bien. D'accord, Alexis, Audrey, le café, Marika? Non, moi, je suis plus thé. T'es plus thé. Bon, parfait. Eh bien, il y en aura pour tous les goûts dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, j'espère que vous allez apprécier ça. Donc le café, moi j'ai eu l'idée de parler de ça parce que je trouve que c'est une boisson qui a représenté mes études graduées, vraiment. J'en consommais très très peu avant de commencer ma maîtrise et encore moins avant mon doctorat. Ça m'a beaucoup aidé pour les soirées d'études, pour les sorties, pour un peu tout. Avoir de l'énergie, c'est important. Et je vous parle de ça aujourd'hui parce qu'il y a des études récentes qui sont sorties dans les derniers mois sur l'impact du café, du thé et plus généralement en fait de l'ingestion de caféine sur le développement de maladies cardio-métaboliques. Alors cardio-métaboliques, donc on parle de maladies cardiaques. On peut parler également avec les maladies cardio-métaboliques, donc pour le métabolisme, plus de maladies liées par exemple au sucre, donc on peut penser au diabète. Donc c'est quoi l'impact du café sur ces maladies-là? L'étude dont je vous parle, elle s'est intéressée en fait à l'impact de la consommation de café sur le développement de ces maladies chez des personnes saines ou sur le développement de ce qu'on va appeler des multimorbidités, c'est-à-dire des personnes qui vont cumuler en fait plusieurs maladies cardio-métaboliques. Et en fait, on voulait savoir, est-ce que la consommation de café a un impact positif ou négatif? Donc, c'est des études quand même un peu plus épidémiologiques qui ont été chercher plus de 185 000 patients dont on a pu récupérer les données dans une biobanque assez connue aujourd'hui qui s'appelle The UK Biobank, qui est donc une biobanque qui a été créée au Royaume-Uni. Et la consommation de café de ces 185 000 participants a été évaluée par des questionnaires pour une durée moyenne de 11,4 années. Donc c'est quand même un suivi très long. Les participants devaient remplir des questionnaires, forcément sur la base du volontariat, à chaque 24 heures sur leur consommation de café. Et dans ces 185 000 personnes, il y en a environ 1600, un petit peu moins, 1585 pour être exact, qui ont développé des morbidités cardio-métaboliques, donc qui ont développé des maladies cardio-métaboliques. Est-ce que vous avez une idée de qui, dans ces 185 000 participants, a développé ce genre de maladie? Est-ce que c'est
ceux qui consomment beaucoup de café ou ceux qui n'en consomment pas. Mais j'aurais pensé ceux qui en consomment, là, tu sais, ça nous met sur le piton, boire du café, donc peut-être rythme cardiaque, tu sais, je sais pas, mais plus grande absorption du sucre dans le sang et des choses comme ça, j'imagine. J'ai pensé exactement la même chose, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que la réponse, c'est que le café semble protéger de l'apparition de maladies cardio-métaboliques. Ben voyons donc. Et oui, j'étais vraiment très étonnée. En détail, les résultats de cette première étude ont montré que les personnes qui consomment du café, attention, on reste dans une consommation modérée du café, on parle pas de personnes qui peuvent boire 10 tasses de café par jour, là on est un peu dans l'excès, mais plus de personnes qui peuvent en boire 3 à 4 éventuellement. Donc en fait ça a montré que les personnes qui boivent du café ont 20% de chances de moins de développer des diabètes de type 2, qui, pour rappel, le diabète de type 2 est caractérisé par un excès chronique de sucre dans le sang. C'est quand même vraiment beaucoup, moins 20%, moi j'étais étonnée. Également, moins 9% de chances de développer des maladies coronariennes, donc là on parle par exemple d'artères qui peuvent se boucher. Moins 13% de chances également d'avoir un accident vasculaire cérébral ou AVC. De plus, lorsque les personnes consomment, pas beaucoup, consommation modérée, il y a moins de progression de maladies. Donc les personnes qui ont déjà des maladies diagnostiquées, il y a vraiment moins de progression de la maladie est moins sévère quand elles continuent de consommer du café. Par contre, dans cette première étude, la quantité de café était nommée en termes de nombre de tasses et pas vraiment reliée à la consommation de caféine. Donc j'ai essayé d'aller chercher un peu est-ce qu'il y avait d'autres études qui peut-être comparaient par rapport à la quantité de caféine ingérée. Et ça, c'est intéressant parce que pour ceux qui boivent du thé comme Marika, ça peut donner peut-être d'autres informations. Et on s'entend, c'est pas tout le monde qui boit les mêmes tasses de café. En effet, c'est pas tout le monde qui boit les mêmes tasses de café. Et pour faire du pouce à ce que tu dis, Alexis, je me souviens plus exactement, mais les torréfactions claires, foncées, jouent aussi un rôle très important là, dans la quantité de caféine que vous allez ingérer, suivant si vous le pesez en poids, si vous le pesez en nombre de grains de café. Bref, il y a toute une science derrière ça. On demandera à notre barista préféré. Donc, dans la seconde étude que j'ai trouvée, là, on a comparé le développement toujours de maladies cardio-métaboliques chez les consommateurs de café, de thé et de caféine en général. Donc, dans cette étude-là, on se retrouve encore avec grand jeu de données puisqu'on a à peu près 150 000 personnes encore par catégorie dont les données ont été recueillies. Les conclusions de cette étude ont montré que les personnes qui consomment soit moins de 100 mg de caféine par jour, c'est-à-dire une tasse ou moins, en général, ou de 200 à 300 mg de caféine par jour, ce qui correspond à 2 à 3 tasses de café, consommation modérée, sont encore ceux qui ont le moins de risque de développer des maladies cardio-métaboliques. En détail, les consommateurs de café modérés, donc ceux qui boivent 2 à 3 tasses par jour, ont une diminution de 48% des chances de développer une maladie cardio-métabolique comparativement à ceux qui ne consomment aucun café. Et vous me direz, mais quid du thé, quid de la caféine? Et les résultats sont en fait très similaires, puisque les personnes qui consomment 200 à 300 mg de caféine ont moins 40% de chances de développer ces maladies cardio-métaboliques. Plus spécifiquement, ils sont même allés voir en fait dans le sang des différentes personnes qu'ils ont analysées, et ils ont pu mettre en évidence des marqueurs biologiques qui soutiennent ces conclusions, notamment la présence d'histidine ou encore de glycoprotéines acétylées, qui sont associés justement à la fois à une consommation de café et à une diminution des risques de maladies cardio-métaboliques. Donc finalement, si vous avez besoin d'un boost, le café, le thé ou même les boissons énergisantes à base de caféine, on se rappellera cependant de garder une consommation modérée, peuvent être de bons outils et ne nuiront pas forcément à votre santé et en ayant probablement même un effet protecteur. Je dis probablement parce que ces deux études, je tiens quand même à le préciser, n'ont pas forcément pris en compte tout ce qui peut avoir un impact sur l'importance de la consommation de café. Par exemple, si vous vous hydratez pas, le café est un diurétique, l'hydratation est nécessaire, donc si vous vous hydratez pas, peut-être que le café va quand même vous poser des problèmes, la caféine a fortiori. Je finirai avec une petite anecdote, je sais pas si vous avez lu dans les actualités récemment un article de TVA Nouvelles, je pense, ou de la presse, qui parlait d'un monsieur qui a dû se sevrer de manière très intense des boissons énergisantes et du cannabis, donc des Monster et du cannabis, pour ne rien nommer, et qui s'est retrouvé à l'hôpital vraiment dans une très 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 mauvaise condition et qui alerte en fait les gens sur la surconsommation, notamment de boissons énergisantes. Donc attention quand même, tout est dans la modération. Wow, c'est vraiment, pour le dire, une chronique très stimulante, Julie. Merci. Je suis vraiment curieux de savoir quel
explications ont trouvé parce qu'on parle plus d'une corrélation, donc c'est une association entre le fait d'être protégé contre les maladies cardio-métaboliques et le fait de boire du café. Mais au fond, là, qu'est-ce que ça fait? C'est les gens ils boivent trop de café, ils tiennent plus debout, ils vont faire un jogging tout de suite après. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des pistes? Je pense qu'il n'y avait pas de piste spécifique de mentionner dans l'article. Ils parlaient, eux, vraiment des marqueurs qu'ils ont identifiés. Mais si vous voulez mon analyse de ça, c'est que probablement, je me dis que le café doit accélérer le métabolisme et donc faire en sorte qu'il y a plus de choses qui peuvent peut-être être consommées dans le sang, donc limiter comme l'accumulation, mettons, pour les maladies coronariennes qui peuvent mener à des artères bouchées. Donc peut-être que ça peut être un mécanisme, mais si quelqu'un est intéressé, allons-y, développons un projet de recherche. Ben oui, exactement. On a une professeure autour de la table. Ça tombe bien. Tout ce qui peut prouver que le café, c'est bon, j'embarque. Cet épisode est commandité par le Café Cause. C'est une petite blague chabouquoise pour nos amis de Montréal ou ailleurs. Le Café Cause, c'est une coopérative cafétéria de l'Université de Sherbrooke. Donc, merci Julie pour ta belle chronique. On passe maintenant à une petite pause. Et au retour, on a l'entrevue d'Audrey Brassard avec Marika. Alors, on est de retour à ce 37e épisode de La Tête à Papineau, le podcast Bistro Brain. Et je donne maintenant la parole à notre intervieweuse des services pour aujourd'hui, Marika Drouin. Oui, merci Alexis. Bienvenue officiellement Audrey. Merci d'être là aujourd'hui pour le podcast. Audrey Brassard, donc tu es psychologue, mais également professeure au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke depuis 2006. Si je résume un petit topo, dans la vie, non seulement tu enseignes des cours de statistiques, mais tu es également directrice du laboratoire de recherche sur le couple et la sexualité. Tu as donc une expertise au niveau de l'attachement amoureux, mais également à propos de la sexualité et de la violence conjugale. Donc, pourrais-tu me résumer brièvement ton parcours et les grands axes de recherche que ton laboratoire étudie aujourd'hui? Oui, certainement. Moi, je suis originaire du Lac-Saint-Jean. J'ai fait mes études à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, j'ai fait un programme de maîtrise en psychologie du couple et de la famille. Puis après, j'ai fait un doctorat dans lequel j'ai continué de me spécialiser dans le domaine du couple. J'ai aussi la chance d'aller faire un stage de recherche en Californie avec Philip Shaver, qui est un spécialiste de l'attachement. Puis c'est à ce moment-là que vraiment ma passion pour la théorie de l'attachement est née. Puis toutes les recherches que j'ai menées pendant mon doctorat ont vraiment tenté de comprendre comment l'attachement amoureux, qui dans le fond, c'est vraiment la façon dont on entre en relation avec les gens en fonction de comment on se perçoit soi-même comme étant une personne plus ou moins aimable, puis comment on perçoit les autres comme étant dignes de confiance, oui ou non. Bien, ça s'est construit dans l'enfance, puis à l'âge adulte, bien, ça va beaucoup teinter notre façon de percevoir les autres, d'agir, puis de vivre ces relations intimes. Donc, je me suis vraiment intéressée à comment l'attachement pouvait colorer les relations, que ce soit au niveau de la sexualité, la communication, les conflits. Puis graduellement, je me suis approchée là, de la violence entre les partenaires intimes au fur et à mesure que mes travaux avançaient là, sur les conflits. Donc, je voulais vraiment tenter de comprendre qu'est-ce qui fait que la personne qu'on aime le plus au monde, bien, on en vient à poser des gestes qui sont aussi dommageables et qui ont des conséquences quand même très graves là, à long terme. Donc, c'est pour ça que j'ai notamment un gros volet de recherche dans mon équipe là, qui s'intéresse aux facteurs qui vont expliquer, dans le fond, qu'est-ce qui augmente le risque de perpétrer, donc d'être l'auteur de gestes de violence dans sa relation intime. Donc ça, c'est un gros axe de recherche qu'on poursuit dans mon laboratoire. Puis un autre gros axe de recherche sur lequel on s'intéresse, c'est davantage là, l'évolution de la relation de couple en matière de satisfaction conjugale, de satisfaction sexuelle. Puis plus récemment, là, on a mené une très vaste étude auprès de plus de 200 couples sur la transition à la parentalité. Comment cette étape-là d'accueillir un premier enfant dans la vie du couple, ça vient bousculer comment le couple interagit entre eux puis vit sa relation de couple et sexuelle. Moi, je lève mon chapeau à tous les nouveaux parents. Ça chamboule un petit peu la vie. Oui, quand même. Sinon, par rapport à ton projet sur la violence conjugale, j'ai lu que tu es réalisé en partenariat avec 22 organismes, donc quand même, c'est très impressionnant. Je me demandais, c'est quoi le secret pour construire des collaborations, des partenariats comme ça, puis aussi de les maintenir pendant d'aussi nombreuses années? Bien, je dirais que c'est beaucoup à propos de créer une vraie relation avec les partenaires.
et être vraiment à l'écoute de leurs besoins puis de leur réalité sur le terrain. Je pense que ce qui a fait en sorte que j'ai développé progressivement un lien avec ces personnes-là, c'est ma capacité, je pense, à vraiment les écouter, à tenir compte de leur réalité, des obstacles aussi qu'ils pouvaient rencontrer dans leur travail, puis de faire preuve aussi de mon côté d'une flexibilité dans la façon d'adapter le protocole de recherche que moi je veux, toujours très rigoureux, très scientifique, mais pour qu'il soit réalisable aussi là, sur le terrain, dans leur milieu. Un autre aspect qui est vraiment important, c'est que je me suis vraiment assise avec les équipes d'intervention pour discuter un peu de leurs préoccupations puis des questions qu'eux se posent sur le terrain. Puis, je me suis rendu compte qu'ils ont des vraiment très excellentes questions auxquelles souvent la recherche n'a pas encore de réponse. Puis des fois, ils ont vraiment des bonnes hypothèses cliniques qui demandent juste à être testées avec des protocoles qui sont rigoureux puis des données qu'on va pouvoir généraliser là, par la suite. Je pense qu'une autre de mes forces, c'est vraiment de créer une relation d'égal à égal, de ne pas me voir comme quelqu'un qui est supérieur parce que moi, je suis professeur, chercheur, mais plutôt comme une personne qui peut apprendre de l'expertise puis des savoirs qu'eux ont développés sur le terrain. Donc ça fait vraiment aussi une bonne différence. Puis à toutes les fois que je mène des recherches ou que les étudiants que j'encadre, ils mènent la recherche avec mes partenaires, bien, on s'engage aussi à redonner le fruit de nos recherches en leur offrant des webinaires qui sont des formations présentant nos résultats de recherche puis dans lesquels on réfléchit avec eux à comment nos résultats peuvent informer leur travail sur le terrain. Fait que je pense que ça, c'est pas mal les ingrédients là, qui font que j'ai réussi à maintenir là, ces partenariats-là pendant plusieurs années. Super. Puis un autre ingrédient, j'ai entendu dire que tu aimais beaucoup les chips et que tu en apportais même dans les débuts de collaboration. Est-ce que ça fait partie de la recette? Bien, honnêtement, je pense que c'est devenu un petit peu ma marque de commerce, que quand je débarquais dans un milieu, j'arrivais avec mes sacs de chips. Là, puis même pendant la COVID, là, je me suis mis à prendre des sacs individuels là, pour que chaque personne puisse avoir son chip. C'était un peu comme ma marque de commerce qui me rendait aussi un peu plus accessible. Audrey, elle aime les chips. Quand elle arrive chez nous, c'est un peu plus convivial, c'est un peu plus une rencontre autour de la table en famille où est-ce qu'on discute. Je pense que ça a vraiment mis les gens en confiance, puis que ça m'a rendu justement peut-être moins sur un piédestal ou comme si j'étais quelqu'un de distant, de froid. Des fois, le monde universitaire, ça peut représenter un peu ça pour les gens qui travaillent sur le terrain. Fait que je trouvais que ça nous plaçait davantage à égalité. Puis, ben moi, toutes les raisons sont bonnes pour boire du café ou manger des chips. Ça rend les gens à l'aise aussi à poser des questions de recherche. As-tu des exemples de questions qui sont nées de besoins du milieu que vous avez étudiés? Bien, oui, tout à fait. À chaque fois que je suis allée dans les rencontres, puis quand je présente des webinaires, je prends toujours en note les questions qui viennent des équipes d'intervention, des personnes qui interviennent auprès des auteurs de violences notamment. Puis, une fois dans une rencontre, une des questions qui a été posée, c'est « Oui, mais est-ce qu'on est capable de comprendre qu'est-ce qui distingue, par exemple, les auteurs de violences qui vont venir chercher de l'aide dans nos services qui ont été référés par la Cour versus ceux qui ont été référés plutôt par des professionnels de la santé, leur entourage, partenaires, ex-partenaires, membres de la famille. » Puis, bien, on a dit, parfait, on a les données, on va aller répondre à cette question-là. Donc, j'ai confié ce mandat-là à une étudiante stagiaire qui a effectué sous ma supervision les analyses statistiques pour répondre à la question. Puis, on a notamment trouvé que les personnes qui viennent sous ordre de la Cour, ils vont admettre moins de comportements, mais seulement les plus sévères, qui vont les avoir amenés à devoir être obligés de venir consulter. Mais ils admettent très peu de difficultés personnelles, d'enjeux personnels ou de défis, un peu comme s'ils étaient dans une approche un peu plus de méfiance. Alors que les personnes qui venaient, qui étaient référées par les professionnels de la santé, ils pouvaient davantage reconnaître qu'il y avait eu des comportements de violence, mais ceux-là étaient moins sévères. Mais ils reconnaissaient aussi davantage vivre la détresse psychologique, avoir de la difficulté à réguler leurs émotions, puis avoir des enjeux, notamment là, au niveau des insécurités d'attachement. C'est intéressant, comme quoi une connaissance de soi aussi peut être variable selon oui, tout à fait. la personne. Puis est-ce qu'il y a un sujet, sinon, qui est très peu connu du public que vous avez adressé dans un projet que tu penses qu'il serait pertinent d'adresser aujourd'hui pour sensibiliser un peu les gens qui nous écoutent?
Bien, je dirais qu'à travers ma collaboration avec les organismes spécialisés en violence, qui sont tous d'ailleurs regroupés sous une grande organisation qui est l'association À cœur d'homme. Donc, au Québec, là, il y a une trentaine de milieux qui font partie de cette association-là. Je pense que le message qui est important quand je travaille avec eux, c'est vraiment de sensibiliser la population au fait que n'importe quelle personne qui est en relation de couple peut émettre des gestes de violence entre partenaires intimes. Puis que ces gestes-là, c'est important de savoir que c'est pas juste la violence physique. Donc, la violence, c'est pas juste de frapper quelqu'un. Ça peut être aussi psychologique, donc des insultes, dénigrer l'autre, le rabaisser, l'humilier. Ça peut être aussi en ligne, comme la surveillance ou sur les réseaux sociaux ou d'envoyer des textos de façon incessante. Donc, il peut y avoir aussi des comportements de contrôle, de vouloir empêcher les autres ou l'autre partenaire de faire quelque chose. Mais il peut aussi y avoir au niveau de la sexualité à l'intérieur du couple, le fait de ne pas accepter quand l'autre refuse une avance sexuelle, par exemple, puis de continuer à insister ou essayer de manipuler pour avoir une relation sexuelle. Puis je pense que ça vaut la peine que les gens soient au courant que ça, bien, ce sont des comportements de violence entre partenaires intimes. Puis que si on est plus sensibilisé à les reconnaître, bien, on va être plus à même de les dénoncer, de ne pas les accepter, mais aussi d'être sensible à l'idée que bien, si quelqu'un les a émis, peut-être qu'on peut plutôt l'orienter vers des ressources qui vont l'accompagner pour apprendre à faire autrement. Donc, changer ces comportements-là avant que ceux-là escaladent, par exemple, vers des comportements de violence plus sévères. On n'a pas hésité à en parler. Exact. On voit comment Audrey nous en parle bien. C'est peut-être parce qu'elle a déjà présenté au Bistro Brain, qui sait ce qu'on a contribué. Même 2 fois, si je ne m'abuse, Audrey. Oui, j'ai reçu même une formation là, sur comment bien expliquer les choses. J'espère que je fais bien ça. On confirme. On vous met le lien d'ailleurs dans la description de l'épisode. Oui, édition de 2023 et 2024 de l'événement Sexualité à rattraper, ça vaut la peine. À ce jour, c'est un des enregistrements qui a le plus de visionnement, Audrey. Ah oui? Oui. L'enregistrement intégral, donc je ne sais pas si vous partagez ça de votre côté, là, mais... Oui. Oui, on est partage. content. Très réjoui d'entendre la nouvelle. Et donc, votre labo aussi crée du contenu sur Instagram. Donc, je vous invite, c'est par rapport au projet qui s'appelle Lions-nous. Le compte Instagram s'appelle Labo Nous, donc Labo _ Nous. Je vous invite à aller le suivre, il y a du contenu super intéressant. Donc, Audrey, est-ce que tu peux nous en parler davantage? Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur cette plateforme-là? Puis comment vous êtes arrivé à la création de l'idée de créer ce contenu-là? Oui, bien, c'est vraiment un beau projet qui a été mené par 2 étudiantes dans mon équipe de recherche qui sont au doctorat. Donc, je peux les nommer, Audrey-Anne Lefebvre puis Anne-Laurence Gagné. Donc, ils ont toutes les 2 postulé pour une subvention des fonds de recherche du Québec qui s'appelle le Regard ODD. Là, c'est sur les objectifs de développement durable. Puis, on a trouvé que les relations interpersonnelles, c'était un sujet sur lequel là, il y avait un besoin d'information de qualité au Québec. Donc, c'est un projet qui vise à lutter contre la désinformation puis combattre les mythes qui sont associés aux relations interpersonnelles. Fait que donc, je les ai accompagnés à soumettre leur candidature. Ils ont obtenu la subvention. Puis depuis, bien, je les accompagne, mais c'est vraiment elles qui portent le projet. Puis, il y a plusieurs personnes étudiantes de premier cycle, de troisième cycle qui ont été invitées à collaborer comme créateurs, créatrices de contenu. Puis, ils développent des petites capsules dans lesquelles ils vont présenter des informations pour justement informer la population générale, surtout les 18-30 ans. Donc, c'est vraiment plus centré sur cette population-là, mais sur différents aspects des relations interpersonnelles. Ça peut être le couple, mais ça peut être aussi l'amitié. On peut parler de sexualité, on peut parler de violence, on peut parler de communication, de soutien. Donc, vraiment plusieurs aspects des relations interpersonnelles pour donner de la bonne information. Par exemple, tu sais, de faire des mythes comme la jalousie, c'est une preuve d'amour. Bien, ça, c'est un mythe qu'on voulait quand même assez rapidement défaire là, tu sais, à travers cette initiative-là. Puis maintenant, bien, ça va super bien le projet. On est rendu à 2300 abonnés. Félicitations. Peut-être plus après cet épisode. On vous encourage vraiment. On va mettre les liens encore une fois. Puis je pense que Anne-Laurence puis Audrey-Anne ont aussi présenté. Donc, on va aussi mettre des liens. Il va y avoir plein de liens dans la description de l'épisode. On voit que ton laboratoire promouvoit les initiatives de vulgarisation scientifique. Donc, qu'est-ce qu'un professeur peut mettre en place dans son labo, justement, pour favoriser ces initiatives-là?
Bien, moi, je dirais que quand je suis arrivée comme professeure à l'Université de Sherbrooke, j'avais peu été formée puis préparée à vulgariser puis à retransmettre justement les connaissances. Puis heureusement, je suis membre d'un centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles, le CRIPCAS, qui ont vraiment investi beaucoup dans le transfert des connaissances puis la diffusion au grand public. Fait que j'ai beaucoup appris de mes collègues et je me suis inspirée, dans le fond, de leurs pratiques pour développer là, mes pratiques à moi. Pour moi, c'est clair que c'est une façon de rendre accessible là, la science, puis la sortir de l'université, puis la communiquer, puis que ça fait vraiment partie de mon travail de professeur, de chercheur, de faire ça. Puis on a commencé plus petit. Là. Au début, on a fait des petites capsules infographiques. Quand quelqu'un terminait son mémoire ou sa thèse, on faisait une petite infographie. Après ça, à chaque fois qu'on avait un article qui sortait, on a aussi développé une petite infographie. C'est dans une page avec des illustrations, les faits saillants de cet article-là pour ne pas être obligé de le lire au complet, mais le lien aussi avec l'article. Puis après ça, bien, petit à petit, il y a de plus en plus de contenu qui est arrivé. Puis quand on a suivi la formation avec Bistro Brain, ce que moi j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on pouvait ajouter un peu l'humour aussi dans la façon de... C'est un prérequis même. Bien, tout à fait. Fait que ça, j'ai bien apprécié ça. Puis on aime bien, on a bien le sens de l'humour dans notre équipe. Fait que tout le monde a vraiment aimé. C'est pour ça qu'on est allé 2 fois présenter avec vous. Et dernière question, et non la moindre. Selon toi, quelle devrait être la place de la vulgarisation scientifique au Québec? Bien, moi, j'ai envie de répondre qu'elle devrait être centrale. Pour moi, c'est essentiel de rendre accessible toutes les connaissances scientifiques à tout le monde. Je pense que plus, comme population, on est sensibilisé, on est éduqué, plus qu'on a le contrôle un peu là, sur notre destinée. Puis que quand on connaît plus de choses, ben, on a moins peur aussi. Je pense que les chercheurs, on doit faire l'effort aussi de simplifier nos contenus pour être compris, pour que la science se rende sur le terrain. Je pense que de temps en temps, il faut mettre de côté nos grands mots, nos grandes théories là, pour expliquer plus simplement, pour que les gens puissent comprendre puis s'approprier les connaissances au lieu de les garder juste pour nous et à un club select. Pour moi, je préfère vraiment qu'il y ait des bonnes informations qui circulent plutôt que des anecdotes, des fausses croyances ou des mythes à la mode. Puis j'ai une collègue qui disait, bien, si les experts du domaine ne prennent pas la parole, c'est d'autres qui vont le faire à leur place, qui n'ont pas nécessairement la même rigueur scientifique là, pour appuyer les propos qui vont diffuser. Alors, prenons la parole. Merci beaucoup, Audrey. Merci à toi. C'est un très bon slogan, ça. Prenons la parole. On vous invite d'ailleurs à le faire. Si vous voulez présenter un événement Bistro Brain, comme Audrey l'a nommé, ça vient vraiment avec un accompagnement individualisé de vulgarisation scientifique. Donc, vous êtes pairé avec une personne, il y a un premier contact, une pratique, une formation d'une heure. Vous avez même accès à un guide. Là. Puis si on nous dit que vous n'avez pas besoin de présenter pour Bistro Brain, il est en ligne, complètement gratuit. C'est ce qu'on veut, hein, comme ça, après tout, Julie, c'est diffuser la science. Puis plus qu'il y a de gens qui en font, ben, plus qu'il y en a de diffusion. Donc, c'est ce qui met fin à notre 37e épisode. On va faire un petit mot de remerciement. Tout d'abord à vous, cher public, auditoire, devrais-je dire, sur les ondes auditives, qui nous écoutent depuis déjà, on est maintenant rendu à une 5e saison de podcast. Donc, on s'en va vers le 40e épisode, là, tranquillement. Merci d'être là depuis le début. Merci à l'équipe aujourd'hui, Julie et Marca, ainsi que notre interviewé Audrey Brassard. Et on vous invite à nos prochains événements d'ici l'enregistrement de l'épisode 38, qui va être le 22 octobre. Donc, à Sherbrooke, le 2 octobre, c'est notre deuxième événement, Lutte sociale. C'est au Boc et Bière, toujours à 17h. On va parler d'accommodement pour les personnes handicapées. On va parler de pluriparentalité, peut-être un sujet qui pourrait intéresser l'équipe d'Audrey Brassard. On va parler d'équité, de diversité et d'inclusion. Évidemment, on aura même une présentation sur les stages non rémunérés. À Montréal, premier événement de la programmation le 9 octobre, une semaine plus tard, drogue et performance. Cette fois-ci, nos événements ont lieu au pub de l'Île-Noire, juste en face de l'UQAM. Et on va parler de la place de la drogue dans les milieux de performance, la restauration, la musique et les finances. Et bien, comme à l'habitude, on vous invite à inviter vos amis à écouter un épisode. Ça se fait bien là, en déplacement ou en train de faire le ménage entre colocataires. Donc, sinon, on vous souhaite une très bonne fin de journée, fin de soirée et toujours, comme à l'habitude, une très bonne séance. Au plaisir.